Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour suivre les mouvements de la planète marché chaque jour sur Bismart for Change. Vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage vidéo, en replay sur bismart.fr ou en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent soulagés par cette perspective d'accord, de suspension du conflit et de réouverture d'Ormuz dans le golfe Persique, bien sûr, même si ce protocole d'accord doit encore être négocié dans des conditions difficiles, il faut le dire, puisqu'après la signature en grande pompe par les présidents américains et iraniens cette semaine pour décréter cette suspension, cette trêve de 60 jours permettant la négociation, la réunion technique qui devait se tenir aujourd'hui en Suisse entre les équipes américaines et iraniennes a finalement été annulée. Ces 60 jours seront donc un long parcours, un long chemin pour tenter de stabiliser la situation dans le Golfe et permettre une réouverture pérenne du détroit d'Ormuz, avec l'idée que la normalisation du trafic, bien sûr, prendra du temps. En attendant, le marché a pris de l'avance avec des cours du pétrole qui ont encore baissé d'une dizaine de pourcents cette semaine pour revenir très proche désormais des niveaux qui prévalaient avant le démarrage du conflit le 27 février dernier. Du côté des indices, alors les indices américains, eux, ont déjà crevé les plafonds depuis belle lurette. En Europe, on est juste en train de revenir sur les niveaux qui prévalaient là aussi avant le démarrage du conflit, en tout cas pour le CAC 40, autour de 8500 points en cette séance dite des 4 sorcières. C'est une échéance trimestrielle aujourd'hui sur les marchés européens, une échéance qui s'est jouée en 2 temps puisque Wall Street est fermée aujourd'hui. L'échéance sur les marchés américains avait donc lieu hier et aujourd'hui en Europe, nous retrouverons bien sûr les 3 sorciers de Smart Bourse dans un instant comme chaque 3e vendredi du mois. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre exercice mensuel de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Clémence Tanguy sera avec nous en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse. Le PEA est-il un outil adapté aux investisseurs actifs, voire aux traders? Peut-être qu'on sous-estime le PEA pour la dimension trading de l'activité boursière. Nous en parlerons avec Clémence à 17h45 en direct dans cette émission. Chaque 3e vendredi du mois, jour d'échéance sur les marchés, une échéance trimestrielle aujourd'hui. Et nous accueillons bien sûr les 3 sorciers. Jean-Luc Hussac est à mes côtés en plateau, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et à distance avec nous, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, si je puis dire, en tout cas à distance également, Philippe Béchat qui nous accompagne, le président des Éconoclastes et le rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Romain, je commence avec vous. Du 15 mai dernier au 19 juin aujourd'hui, c'est une belle échéance qui s'est déroulée pour les marchés européens avec un CAC 40 qui a quasiment renoué avec ses niveaux d'avant-crise du Golfe. Alors quasiment, effectivement, 6% de rebond à peu près sur l'échéance. On est quand même toujours inscrit sur l'indice CAC 40 sous le gap baissier qu'on a ouvert le 2 mars dernier au moment de l'annonce du conflit dans le détroit d'Ormuz. Ça, c'est sur l'indice CAC 40 seulement. Sur l'indice Eurostoxx, par exemple, on se comporte beaucoup mieux graphiquement et en termes d'intérêt aussi. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un bondi sur les indices européens et sur l'Eurostoxx avec un peu d'intérêt. Dans le sens de la tendance, il y a eu évidemment, compte tenu du contexte, une longue période de doute, de trading range, en fait, où il ne s'est pas passé grand-chose. Et depuis 8 jours à peu près, on a connu en fait 6 séances de hausse d'affilée sur l'indice Eurostoxx qui lui ont permis de rallier, d'aller former de nouveaux plus hauts historiques, d'aller chercher une cible graphique aux alentours des 6345 points, avec un peu d'intérêt acheteur. Alors un peu, ça reste modeste quand même. Ce qu'on peut dire pour l'indice Eurostoxx aussi, c'est que cette hausse, elle s'est formée avec donc un intérêt et de façon très concentrée. On a 3 secteurs qui surperforment l'indice Eurostoxx. C'est le secteur bancaire, le secteur de la technologie en Europe, et puis éventuellement, et de façon plus timide, le secteur de l'assurance, mais c'est à peu près tout. Et donc pour le reste, on est plutôt en sous-performance depuis cette période-là. L'autre élément important à retenir sur cet indice, c'est qu'on aborde et qu'on est arrivé contre ces niveaux de résistance et après ce rallye et ces sommets avec un ratio put-call qui est hyper bas. Je l'ai mesuré
Pour le mois en cours, ça ce serait moins grave, mais pour le mois de juillet, j'ai même été vérifié sur la prochaine échéance trimestrielle du mois de septembre, avec un ratio put call à 0,33. Ça veut dire qu'on a quasiment que des acheteurs. Il n'y a absolument aucune protection sur l'indice Eurostoxx, pour lequel la position ouverte est toujours moyenne, mais encore une fois avec un soutien acheteur. Donc vous connaissez la mécanique. Quand le ratio est aussi optimiste, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles ou un grain de sable qui vienne perturber la situation, puisque ça pourrait déclencher un mouvement de consolidation, d'autant plus qu'on a des secteurs qui commencent à sous-performer, comme les ressources de base, comme l'énergie, qui avait évidemment beaucoup payé au moment de l'annonce du conflit. Et donc, eh bien, on voit même les commodities qui baissent un peu depuis quelques jours maintenant, globalement, pas uniquement le pétrole. Et donc, on a cette concentration dans la hausse et un ratio hyper complaisant sur l'indice Eurostoxx. Et pour vous, c'est quand même un signe de fragilisation du rebond du marché, Romain ? C'est une vulnérabilité, clairement. Alors, on ne peut pas parler de vulnérabilité sur l'indice CAC 40 parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On a gommé l'effet annonce et on est revenu au même niveau. On est plutôt haussier sur les niveaux actuels, c'est-à-dire au-delà des 8300 points, mais on n'a pas débordé les 8500, ce plafond de verre sous lequel on a accéléré à la baisse. Donc, oui, signe de vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, elle n'est pas très forte, elle peut engendrer des mouvements de contre-pied, un mouvement de consolidation qui paraîtrait plausible, on arrive contre une cible, contre une résistance, on a encore une fois cette hausse qui est très concentrée. Après, on a des choses plus de l'ordre du stock picking, on pourra y revenir ensuite, qui se mettent éventuellement en place, mais on voit beaucoup de faux signaux, beaucoup de fausses sorties, beaucoup de contre-pieds. On pourra parler des valeurs de l'indice CAC 40, par exemple, qui ont donné de bons exemples. Je pense entre autres à Capgemini, à Essilor, à LVMH. Et on voit que, en parallèle, des titres comme Kering sont un peu plus affirmés dans le mouvement haussier. Des titres comme Hermès, c'est un petit peu mieux aussi, même si c'est un peu intermédiaire, on va dire. Et puis on a des titres comme Renault, qui sont quand même hyper sous-valorisés, mais qui réagissent sur des niveaux de support, qui s'inscrivent dans des structures de retournement haussier, mais qui, encore une fois, font le yo-yo. On avance un peu, puis on recule. On n'a pas d'éléments forts de ce côté-là. Et puis on a les stars, Schneider Electric notamment, qui évoluent sur des plus hauts. Donc on a une situation qui est un peu mitigée de ce côté-là. Si on regarde la photographie du côté des marchés américains, on a progressé avec de l'intérêt acheteur. On a eu cette consolidation qui s'est mise en place de façon légitime après 9 semaines de hausse et avec une complaisance et un optimisme qui était un petit peu important et qui nécessitait ce petit rappel à l'ordre. Depuis, on est en pause, on n'a pas de structure de retournement sur les indices américains. On peut regarder, peut-être, Romain, il y a le graphique du S&P 500, effectivement, qu'on peut montrer. Vous dites, voilà, c'est ça, consolidation, mais pas de figure de retournement encore sur l'indice S&P 500. Non, on marque une pause. On n'a pas d'éléments qui nous indiquent de figure de retournement pour l'instant. On voit qu'on a eu un vrai coup d'arrêt contre ce niveau de 7582 points. On a marqué quasiment parfaitement le support à 7229 avant de réagir. C'est une consolidation qui, au-delà de 7455 points, se fait plutôt, on va dire, en partie haute, plutôt solide. On retrouve du momentum. On voit que le news flow est bon. Les annonces autour d'Intel hier ont permis au titre d'aller former de nouveaux plus hauts, de Micron aussi. Donc on a, du côté de la tech, pas de changement. Moi, je vois quelques fragilités sur certains titres, peut-être à moyen terme, comme des titres comme Apple. Mais globalement, on n'a pas de changement de tendance. Et surtout, on a accompagné ce mouvement avec de l'intérêt acheteur. On a consolidé sur un mouvement d'excès, un peu d'optimisme. Et là, on est en optimisme simplement. C'est-à-dire que même après ce gros rallye, et ces 30% quasiment de hausse sur le Nasdaq, on ne peut pas parler de fort optimisme en termes de ratio put-call. On aborde en revanche la séquence avec un peu plus de prudence. Ce rappel à l'ordre de 8% si on prend les points hauts du Nasdaq jusqu'à sa correction max. Eh bien, on rappelait un peu tout le monde à l'ordre. Mais ceux qui ont bien acheté n'ont pas l'air de vouloir vendre pour l'instant. En tout cas, c'est ce qu'on peut en tirer comme bilan. Attention, on a aussi un mouvement qui s'est fait avec une grosse concentration sur les marchés américains, évidemment. Oui, bien sûr. La concentration, je crois qu'elle est un peu partout dans les indices. Effectivement, on parle beaucoup de la concentration aux États-Unis, mais c'est vrai pour des indices asiatiques, c'est vrai pour des indices européens également aujourd'hui. Force et fragilité de ce rebond et de cette hausse, parce que c'est quand même, alors pour les marchés américains, j'en parle même pas, emporté par la tech, mais en Europe, sans la tech, on arrive à afficher 4-5 semaines de hausse consécutives. Là, quand même 6 séances consécutives de hausse pour le CAC 40, 5e semaine de hausse. Le mouvement semble quand même bien imprimé, Jean-Louis. On revient dans le haut de la zone. Alors, clairement, donc aux États-Unis, le moteur, c'est l'IA.
Et l'IA, c'est le destructeur aussi de valeurs en Europe, notamment sur le secteur de SN. On l'a vu avec Atos, Capgemini et compagnie. On voit aussi Téléperformance qui a perdu encore 22% dans le mois, avec des Toujours les mêmes. Hein. C'est les mêmes usual suspects depuis 2 ou 3 ans maintenant. Hein. Des interprétations différentes d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Atos avait quand même regagné 40%. En fait, l'IA serait pas destructrice, mais contributrice à des. Alors ça, c'est le narratif qu'on plaque une fois que le stock a rebondi. Ouais, non, c'était en cours. J'ai vu des premières phrases, parce qu'après c'est repris bien sûr, mais j'ai vu des analystes qui en parlaient avant même, au moment où ça commençait à démarrer, ils changeaient d'avis, et puis ils ont dû changer d'avis parce qu'on est repassé de 45 à 33 sur Atos. Donc on est revenu à la case départ. Ah oui, on est revenu tout en bas, et même Capgemini a cassé son plus bas. Donc on a quand même des divergences de performance extraordinaires. Donc on pourrait... Ce matin, je vois le CAC, pas loin des 8005, et là on se dit, mais comment le marché il est là, quoi. C'est parce qu'on voit quand même des valeurs qui se font taper, mais fort. Alors celles qui se font taper fort pèsent de moins en moins lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc ces divergences très importantes avec des valeurs qui, comme Total, même si elle a baissé un petit peu là, ces derniers jours, elle a perdu 10%, mais elle est quand même sur des points hauts. La plus grosse capitalisation, c'est Schneider. Elle est à 8 et quelques, je crois maintenant, et elle est au plus haut. Ouais. Elle a encore franchi ses plus hauts historiques. Là. C'est une boîte qui délivre, les résultats de Schneider. Non, mais après, le grand aussi s'inquiéter de différentes petites choses, mais il y a toujours des inquiétudes parfois. Safran, qui avait beaucoup baissé, a beaucoup rebondi. Voilà, et les bancaires qui pèsent de plus en plus lourd. BNP, elle seule, je crois, est à 5% maintenant du CAC 40. C'est pas mal. Donc, Société Générale est aussi sur des plus hauts. Et donc, ce qui est très perturbant, c'est se dire, mais il ne faut pas se tromper de valeur, quoi. Il ne faut pas se tromper de valeur. Le gérant, il n'a pas de visibilité. Un coup, on nous annonce un truc, le lendemain, c'est autre chose. Enfin, en tout cas, du côté de Trump et de l'administration américaine. Ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. J'ai presque envie de dire, mon discours, il ne change pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, les accords, alors à nouveau 60 jours, on se demande où on va. Le pétrole qui baisse, mais attention, les infrastructures ont été quand même fortement endommagées et ça ne va pas repartir comme ça d'un claquement de doigts. Pour retrouver des productions qu'il y avait avant les attaques, il va falloir quand même quelques mois et même 1 an pour certaines infrastructures. Donc, ce n'est pas évident de voir le pétrole fortement rebaisser. C'est ce qu'il a fait pourtant. Oui, alors, il a rebaissé, mais est-ce que ça va continuer ? C'est pas évident. D'accord. Oui, il a perdu à peu près 30%. Ouais, c'est ça, j'allais dire 30-40%. Ouais, 30% sur eux. Et donc, globalement, oui, en effet, il ne faut pas se tromper de valeur. Alors, je ne vais même pas parler de CRI, de CRSI, qui, là, on peut se poser beaucoup de questions. Là, c'est peut-être la viabilité de l'entreprise qui se joue, pour dire les choses simplement. Ça va très loin. Alors, sans aller sur cet extrême, il y a quand même des sacrés baffes pour certains secteurs et valeurs. Et donc, c'est perturbant, c'est difficile. Je n'aimerais pas être à la place des gérants. Et encore une fois, oui, c'est vrai, dès qu'on se trompe, c'est la sanction est hyper violente. Et alors, on réagit à quoi ? À des rumeurs, au PA ou pas. Alors, il y a eu Edenred qui a explosé. Il y a eu, à côté de ça, dès que... Je vois le marché aujourd'hui encore, le marché américain, il repart à la hausse tranquille, à 14h30. Les futures cotes, c'est ça aujourd'hui. Les futures cotes, c'est à 19h, c'est ça. Donc, on a eu à un moment donné... le marché a rebaissé un petit peu, et je crois que c'est Israël qui a dit, allez, cessez le feu avec le Liban, et poum, on est monté d'un cran. D'accord. Alors, pas beaucoup, les marchés sont beaucoup plus sages dans les achats que ce qu'il était il y a quelque temps. On voit que la spéculation s'est calmée. Alors, il est monté un cran, puis hop, il est revenu. Mais vous dites quand même, parce que je vous lis, évidemment, tous les jours, vous écrivez sur la géopolitique, vous faites un point de situation sur ce qui se passe dans le Golfe, parce que c'est encore le driver, là, aujourd'hui, qui fait bouger les marchés. Non, mais on peut se dire, crise après crise, choc après choc, avec Trump, etc. On s'habitue, les marchés s'habituent, s'adaptent à des situations comme ça.
on n'est plus dans les premières semaines du conflit ou de la fermeture d'Ormuz. Ça fait déjà un moment que le marché anticipe une résolution et avant même le protocole d'accord, le marché pétrolier avait déjà commencé à baisser dans l'anticipation d'une réouverture à un moment d'Ormuz. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'écrivais à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant ? C'est ça. Et ça, je l'ai écrit clairement. Mais pour l'instant, ça reste encore quand même la dimension première. C'est la dimension première, je pense encore. Après, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine ? On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est l'euro-dollar qui a décroché. Donc le dollar, alors voilà, les taux, etc. Donc ça revient un petit peu sur le devant de la scène avec le discours du nouveau président de la Fed. Voilà, des choses comme ça. Et sur les actions, encore une fois, c'est pas facile, c'est pas évident. On est quand même dans le plus haut de la zone, mais on n'a pas de dynamique. On voit qu'on manque de conviction. Il y a beaucoup de prudence. Alors c'est vrai que il y a peut-être pas, je vais pas regarder les achats de put, mais en même temps il y a une grande méfiance de la part des investisseurs. Donc le marché pour moi n'est pas vulnérable. Et sinon il aurait décroché à plusieurs reprises. Il avait de quoi décrocher, il n'a pas décroché. Moi, je vois qu'on a encore certaines valeurs un peu chaudes autour de l'IA. Quand il y a vraiment un élément ou dans la guidance ou dans les résultats qui ne colle pas avec le prix pour la perfection, le marché est capable de sanctionner quand même. Non, mais on n'est pas dans un truc non plus complètement aveugle. Le marché est capable de... SpaceX d'un côté, mais le marché est capable quand même encore de mettre des moins 10 sur certaines publications, sur certaines guidance qui ne sont pas à la hauteur de la valorisation des entreprises. On a vu Broadcom il y a quelques jours. Oui, c'est ça. Voilà, je pensais à ça. Philippe, votre bilan de cette échéance trimestrielle, évidemment. Alors, il y a le S&P 500, mais il y a ce qui se passe plus spécifiquement encore dans un indice dont vous nous parlez déjà depuis des années, de toute façon, Philippe. Alors, il y a le Dow Transportation et il y a le SOX. C'est deux indices que vous aimez bien suivre, je crois. Le SOX, c'est merveilleux. 111% de hausse depuis le 30 mars dernier. Aucun ETF, aucun indice sectoriel n'a jamais fait mieux depuis 1971. La bulle des dot-com, à côté, c'est presque une petite balade bucolique. Alors, en termes de performance algébrique, oui, on est presque à x2 les mois les plus fous de la bulle des dot-com. Mais alors, au niveau des capitaux, alors là, on atteint des niveaux stratosphériques. Il faut savoir que la valorisation du SOX depuis le 30 mars dernier, c'est 3 fois la capitalisation du CAC 40. C'est 3 fois le PIB de la France de valeur boursière rajouté sur 23 valeurs. Et sur les 23 valeurs, les 10 premières baissent 80%, voire même un petit peu plus. Donc elles ont été évoquées, évidemment. Ce sont les semi-conducteurs. Et on arrive, effectivement, on attaque le mois de juillet avec un ratio de 2 calls pour un put. Et je dois dire qu'on est encore presque dans quelque chose de raisonnable comparé au marché de Séoul. La bourse de Séoul, c'est 135% de hausse depuis le 1er janvier. Et c'est plus 100% depuis le 30 mars. Donc voilà, c'est comme le SOX. Mais alors avec une différence, c'est que le nombre de contrats à terme et d'options, on est passé de 30 000 options au quotidien, notamment sur les valeurs semi-conducteurs, Samsung et SK Hynix pour ne pas les nommer. On est passé de 30 000 à 600 000 contrats là, hier, avant-hier, en moyenne quotidienne. Les bourses mondiales sont devenues de gigantesques casinos où tout rapport au réel est littéralement disloqué. Ouais, alors après, Philippe, qu'il y ait des contrats, que les contrats aient explosé sur ces valeurs-là,
c'est assez légitime. Toute la planète a les yeux aujourd'hui sur ce genre d'entreprise. Samsung, on connaissait, SK hynix aussi, mais c'est vrai que là, j'imagine que ça a été quand même des révélations pour un certain nombre de gérants ou d'investisseurs qui n'avaient pas ces valeurs en portefeuille parce que, simplement, sur un marché sud-coréen, qu'on n'a pas l'habitude d'aller chasser quand on est européen, par exemple, Philippe. Parce que complètement déconnecté de la réalité, quand on regarde les résultats de ces entreprises, qu'on essaye de valoriser ces boîtes, alors je peux comprendre que le PE est peut-être pas une mesure, il faut regarder ça peut-être de manière un peu plus large, mais quand même, c'est pas des boîtes qui se payent, c'est pas des boîtes qui font pas ni de chiffre d'affaires ni de résultats, bien au contraire. C'est des boîtes, là vous citiez Samsung et SK hynix, qui sont capables de verser 250, 300 000 euros ou dollars à chacun de leurs salariés en raison des résultats qui ont été sortis, Philippe. Ça, c'est pas, c'est quand même un lien avec la réalité qui est pas totalement absent non plus de la thèse d'investissement, j'entends. Non, mais bon, Samsung, c'est 1250 milliards de capitalisation. Maintenant, Mais pourquoi pas SpaceX, c'est quasiment 3 trillions. Donc, le marché des mémoires, tout est complètement hors de proportion. Mais à partir du moment où on admet que le PER n'est pas une bonne mesure, qu'on peut extrapoler des résultats x2, x3, x5 d'ici 2030, tout est absolument possible. Mais en fait, on a cassé tous les thermomètres. Donc maintenant, on peut absolument prétendre ce qu'on veut. Mais ce qui a été le plus grave, c'est que depuis le 30 mars dernier, le 8 avril notamment, la découverte des prix du pétrole, ce qui est la fonction du marché, cette découverte des prix a été supprimée par les bobards de Donald Trump. Il a annoncé 38 fois la réouverture imminente du détroit d'Ormuz. 38 fois, le baril de pétrole est retombé de 115 à 105, 208 à 101, 207 à 98, de 102 à 94, et on l'observe maintenant, il est revenu autour de 75 sur le WTI. Avec le verbe magique, on a fait baisser le cours du pétrole, mais on n'a pas fait surgir un seul baril supplémentaire. Non, mais on a des stocks, on a des réserves, on connaît la mécanique quand même, Philippe. Non, mais là, c'est une subversion délibérée du marché. Le marché, c'est tout le monde qui essaie de découvrir un prix. Là, c'est un homme qui, tous les 2 jours, vient raconter un bobard. Alors, on comprend bien que, effectivement, ça empêchait le pétrole de rester longtemps à 115 et d'alimenter des tensions inflationnistes. Mais la réalité, c'est que, comme pour l'argent au début d'année, il y a l'argent papier qui est à 100 et l'once d'argent physique qui est à 140. Philippe, aujourd'hui. Sur le pétrole, est-ce qu'il faut rester long pétrole ou est-ce qu'on prend quand même acte que le mouvement s'est retourné? Non mais là, depuis 3 jours, on a la liquidation, la capitulation des derniers détenteurs de contrats longs sur le pétrole, d'options, etc. Ils se sont fait liquider par un tapeau de Trump. Personne n'imaginait qu'il allait accorder absolument tout aux Iraniens. C'est une surprise monumentale. N'empêche que le détroit, pour l'instant, n'est rouvert que pour les pétroliers iraniens. Et avant que les assureurs donnent leur feu vert pour que du pétrole commence à recirculer à travers les océans, il faut peut-être compter 1 mois. Personne dans le marché ignore que la normalisation pourra prendre du temps. Donc on verra, on va suivre ça effectivement. Et jusqu'où le pétrole a eu raison ou a fait fausse route de se détendre. Jean-Louis, sur l'idée qu'on a cassé tous les thermomètres. Ok, les valos des boîtes se comptent en trillions de dollars. Il y a une quinzaine de boîtes trillionnaires aujourd'hui en termes de capitalisation boursière. C'est sûr que ça n'existait pas. Alors, je me permets de dire à votre époque, mais même à la mienne, il y a 5-10 ans, ça n'existait pas, Jean-Louis. Est-ce que pour autant, on a cassé tous les thermomètres? Le problème, c'est il y a beaucoup de liquidités. Elle s'investit dans des boîtes qui, quand même, gagnent de l'argent. Bon, après, c'est la question que tout le monde se pose et personne n'a vraiment la réponse. Et en tout cas, la réponse, elle est divergente en fonction des opinions, des analystes, etc. C'est comment rentabiliser tous ces investissements.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a des valorisations croisées, il y a des finances, des prises de participation dans tous les sens. Circulaires, ils sont tous plus ou moins actionnaires les uns les autres, clients, fournisseurs, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Oui, un peu château de cartes quand même. Bon, n'empêche que c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments perturbateur grave. Si un jour une société commence à faire défaut, à crier au secours, ça peut être un catalyseur. Ça ira probablement encore une fois très vite. C'est ça aussi qui est terrible, c'est que SpaceX, vous le mettez où ? Vous le mettez où dans quel niveau d'alarme ça fait retentir ou pas ? C'est une vraie question ouverte, Jean-Louis. Je veux pas biaiser la question. Non, mais j'ai même pas est-ce que ça marque un pic de quelque chose ou est-ce que non ? Je veux dire, demain ce sera OpenAI, Anthropic, etc. Ah non, il n'y a pas de signal d'arrêt de quoi que ce soit. Non, mais moi SpaceX, j'en ai même pas fait, mais moi, si vous voulez, à un moment donné, je dis sans moi. Et voilà, après, je fais mon job. Moi, je travaille beaucoup. On tient la ligne de conduite qu'on se fixe. Voilà, je travaille beaucoup les options. Il y a beaucoup de choses à faire sur le marché américain, notamment. Mais en termes de signal de marché. Et les signaux de marché, pour l'instant, toutes les tendances haussières n'ont affirmé. On voit en effet qu'aux États-Unis, les marchés sont plus sages, entre guillemets. C'est-à-dire que les bonnes nouvelles sont moins surjouées. Plus sages que chez nous ? Plus sages qu'ils l'ont été. C'est-à-dire qu'ils l'ont été eux-mêmes. C'est-à-dire quand il y a des petits catalyseurs positifs, à un moment donné, il y a quoi ? Il y a encore ça prenait 3%, quoi. Oui, et dans la journée, ça faisait moins 5 plus 5, ça n'arrêtait pas. Là, on voit que ça s'arrête vite, on fait des petits... Par contre, ce qui est désagréable, c'est que par à coup, on fait des décalages violents de marché. C'est-à-dire tout d'un coup, on gagne 30-40 points sur le... 30-40 points, on se demande pourquoi. Donc on le sait après, parce qu'il y a une news qui sort, et puis tout d'un coup, on peut en perdre 40 aussi, et il y a beaucoup d'à-coups dans ce marché. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde s'observe, cherche... On reste globalement dans la chasse potentielle aux bonnes affaires. Voilà. Ça, c'est sûr. L'état d'esprit, c'est... Bon, il faut que je trouve une bonne idée, quelque chose de solide, etc. Voilà. Ça, je pense que ça reste l'état d'esprit. Donc, tant que l'état d'esprit est à la recherche d'investissement... Il n'y a pas de signal de baisse, il n'y a pas de raison de voir les marchés se retourner pour l'instant. Enfin, on ne voit pas. Il y a des raisons, il y en a, mais il n'y a pas de catalyseur pour déclencher quelque chose. Romain, en allant toujours dans l'idée d'une vulnérabilité du marché, Romain, effectivement, SpaceX, est-ce que ça nous dit quelque chose du moment où on est ? Vous disiez on était dans une forme d'optimisme un peu exacerbé, mais on est revenu à un simple optimisme. Oui, exactement. On n'a pas d'éléments de retournement. En tout cas, sur les marchés américains, encore une fois, ce que j'évoquais de complaisance importante sur l'indice Eurostoxx, c'est vraiment local, on va dire. Mais si on regarde le comportement global, graphique, sur l'ensemble, il n'y a pas d'éléments de retournement sur les indices américains. Effectivement, beaucoup forts, mais on l'explique assez aisément, d'autant plus qu'il y avait ce contexte géopolitique et puis le fait qu'on avait sous-estimé la saison des publications des techs américaines et notamment toute la partie semi-conducteur. Donc, beaucoup étaient sous-investis, beaucoup étaient pessimistes. Ceux dont je faisais partie je confirme fin mars. Et donc, il y a ce contre-pied, ce mouvement qui s'est construit sans retracement, qui fait que tout le monde a voulu y participer. Effectivement, il y a beaucoup de cash disponible, donc ça explique aussi l'entrée. C'est toujours ce phénomène de concentration, mais cette concentration, elle s'explique parce qu'il y a peu d'acteurs qui sont capables d'avoir et de fournir les liquidités et donc qui ont les moyens de faire ces investissements aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans un contexte de marché qui est particulièrement concentré, qui rappelle une époque du dot-com, avec effectivement des valorisations qui sont, comme on le disait à l'époque, extraordinaires, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement, et il faut se rappeler qu'avant que les marchés se retournent, il a fallu qu'il se passe plusieurs années, donc, plusieurs mois. C'est ce que je rappelais à Jean-Louis, on en discutait avec Jean-Louis juste avant l'émission. Alan Greenspan, donc à l'époque président de la Réserve fédérale américaine, de 87 à 2006 quand même,
Il évoque pour la première et la seule fois d'ailleurs de sa carrière l'exubérance irrationnelle des marchés. C'est en décembre 96. Décembre 96. Exactement. Le pic de la bulle, c'est mars 2000. Et je racontais aussi à Jean-Louis que même au plus bas du crack, donc c'est octobre On n'était pas revenu sur 2023, les niveaux. le S&P 500 était toujours plus élevé qu'en décembre 96, quand Greenspan estime qu'on est déjà dans une forme d'exubérance. Complètement. Hein. Les marchés resteront irrationnels plus longtemps que vous resterez solvables. Ouais. Effectivement. Donc pour l'instant, voilà, on peut prendre note de ça. On peut trouver que c'est excessif sur certains aspects. Je sais pas, je vois des valeurs comme Sandisk, c'est extraordinaire, mais 7600% de hausse depuis août 2025. Alors les mémoires flash, c'est effectivement, mais on peut trouver que ces mouvements-là vont nécessiter à un moment ou à un autre des consolidations. Force est de constater qu'à chaque fois qu'il y a un début de consolidation, il est contré très très rapidement. Encore une fois, la hausse, elle s'est construite de façon concentrée, mais avec de l'intérêt, avec des sociétés qui délivrent. Et donc, pour l'instant, encore une fois, pas d'élément de retournement. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que du côté des GAFAM, il y a un mouvement qui est bien moindre. Hein. On voit Microsoft qui a rebondi un peu, mais qui a quand même pas mal retracé. On voit Apple qui est effectivement proche de sommet, mais qui, à mon sens, pourrait consolider un petit peu plus dans les semaines qui viennent. Amazon aussi a pas mal retracé. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue pas uniquement sur les anciennes big tech, et il y a des choses qui... de l'ordre de la concentration, effectivement, à mon avis, à court terme, il y a une grosse partie du mouvement qui a été joué, si on peut dire. Je n'aime pas tellement le terme joué, mais c'est en tout cas ce qui a été exploité. Sur les indices américains, sur la tech américaine. Il y a des foyers de rattrapage, mais pour l'instant, les opérateurs n'y vont pas franchement. On l'a vu sur les autres secteurs. Et donc, c'est peut-être ailleurs qu'il faut regarder. Le prochain gros rendez-vous, évidemment, ce sera la prochaine saison des publications. Là, on a quand même beaucoup payé, on a anticipé pas mal de choses et on a quand même un vrai signal de coup d'arrêt dans la tendance haussière. Donc, coup d'arrêt, ça ne veut pas dire retournement, ça veut dire qu'on a bien payé, on a bien acheté, on n'a aucune envie de vendre, mais si on voulait racheter, ce serait peut-être un peu plus bas, et pour l'instant, on n'a pas envie de payer ces niveaux, et en même temps, on n'a pas envie de vendre ce qu'on a bien acheté. Donc on est calé dans une zone de prix où il fallait y être, et maintenant c'est un peu tard pour y aller. Donc on peut avoir une période un peu longue, un peu pénible, mais encore une fois, on voit l'annonce d'Intel et d'Apple hier, avec 10% de hausse de plus pour Intel qui était en consolidation. Pour les idées, on se gardera du temps pour dire un mot de l'Inde et de la Chine avec vous, Romain. L'euro-dollar, bien sûr, Jean-Louis. Donc là, effectivement, un sacré glissade, enfin sacrée remontée du dollar, avec pas mal de phénomènes, la baisse du pétrole. Et puis, le nouveau shérif en ville, Kevin Warsh. Oui, et une Fed qui paraît anticiper une politique plus restrictive, et surtout, elle n'a pas vraiment donné de guidance, en disant que tout était possible et qu'on réfléchira en temps réel, en gros, sur la situation, l'inflation, etc. Donc ça a provoqué, parce que l'euro-dollar ne bougeait pas du tout, c'était vraiment un marché mort. Et là, sur trois jours, il a pris une tendance baissière. Alors moi, je gardais depuis un moment déjà un sens prioritaire vendeur. Je disais toujours vendeur, virgule, sans plus, parce que ça bouge pas trop. Et c'est ce qui me fait quand même plaisir quelque part, c'est j'avais mis un stop au-dessus de 1,1650, ça n'a pas été déclenché, et donc on est parti à la baisse. Ouais. Voilà. On prend 1% sur le dollar sur le jour où Kevin Warsh parle. Oui, non, mais dans 1,5% en 2 jours, quoi. Bon, ce qui était bizarre, c'est que dès qu'ils ont annoncé les taux qui étaient attendus, ça a commencé déjà à bouger, et depuis, ça n'a pas arrêté. L'euro reprend un petit peu aujourd'hui quand même, mais la tendance de ces derniers jours reste baissière. Il y a un niveau important à surveiller, c'est un 13,90 maintenant. Un 13,90-80, il y a une zone, un niveau support important. Dessous, on aurait une tendance baissière qui se renforcerait. D'accord. Voilà, c'est vraiment le niveau qui si on flirte avec, ça commence à être dangereux. Donc voilà, c'est ce niveau qu'il faut surveiller maintenant. Mais sinon, moi, je continue à jouer des ventes sur rebond. Alors quand on parle d'une tendance long terme, moi ce que je fais, c'est que je garde un seul vendeur et puis je travaille en intraday sur opportunité, des petits rebonds de 45 pips. Souvent l'écart type se situe autour de ça en intraday. On essaye de pas perdre son temps derrière les écrans et de faire un petit écart
c'est pas tous les jours fait, mais globalement, ça fonctionne. Un 14,70 autour pour l'euro-dollar en cette fin de semaine. Philippe, Kevin Warsh, vous avez peut-être suivi la première conférence de presse du nouveau président de la Réserve fédérale américaine. Philippe, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Ah ben effectivement, je l'ai suivi en direct, je n'en ai pas perdu une miette. Évidemment, j'ai tiqué lorsque il a annoncé la suppression des forward guidance. Ah, je me suis dit, ai-je bien entendu ? Et en effet, il veut rendre la Fed moins prévisible, parce que finalement, les marchés donnaient presque l'impression de lui dicter sa conduite. Donc, il a envie peut-être de retrouver quelques marges de manœuvre. Donc, ce discours de fermeté a immédiatement provoqué la hausse du dollar. Et le fait majeur, c'est le franchissement des 161 par le dollar face au yen. Et on sait qu'à chaque fois qu'on a franchi les 161, la Banque centrale du Japon est intervenue. En faisant quoi, évidemment ? En achetant du yen, en vendant du dollar. Et le dollar, évidemment, ce n'est pas des palettes de billets, ce sont des kilotonnes de T-bonds américains. Et si jamais la BOJ doit défendre le yen, ça veut dire qu'il va revenir pas mal de T-bonds sur le marché, à un moment où on voit que même avec la paix revenue dans le Moyen-Orient, les taux ont bien du mal à se détendre. Si vous rajoutez des centaines de millions de dollars, voire plus, provenant des ventes japonaises, je dis que les taux longs américains vont commencer à poser problème. Je ne vous ai même pas parlé des taux courts, puisque eux, ils ne baissent pas. Non. Et ils ont même réagi très très vite à la hausse avec les déclarations de Kevin Warsh. Alors il y a un autre facteur qui risque de peser aussi sur l'inflation, c'est que les perfusions de pétrole, c'est-à-dire les stocks libérés aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, ça va s'arrêter. Je le répète, la suppression du prix du pétrole, elle est liée à l'ajout de quantité de pétrole, on va dire de pétrole un peu miraculeux. Ces injections vont s'arrêter et de l'autre côté, les pétroliers vont mettre beaucoup de temps avant d'arriver dans les ports et pour équilibrer la demande réelle. On va redécouvrir ce que c'est qu'un vrai marché avec un facteur supplémentaire, c'est que là, il n'y aura pas que les particuliers et que l'industrie qui sera acheteuse de pétrole, d'acide sulfurique et de nafta. Vous avez tous les États qui vont devoir reconstituer bien sûr. Oui. avec bien sûr. une offre largement diminuée par la baisse de capacité de production des pays du Golfe. Donc ça, c'est déjà là. On le voit déjà. Et le troisième facteur qui risque de coûter peser très très lourd, c'est que toute l'hypothèse de valorisation de l'IA aux États-Unis est basée sur l'idée que le token vaudra un prix relativement élevé et que la demande va être extrêmement soutenue. Or, c'est déjà sous nos yeux, mais on ne veut pas le voir et on ne veut pas en parler. Moi, j'ai l'impression d'être un petit peu le seul quand même à le faire. Je rappelle que Qwen d'Alibaba vous propose un moteur de recherche et de calcul qui est à 90%, on va dire, de performance. Alors, oui, ce n'est pas le dernier cloud, mais de toute façon, le dernier cloud, les États-Unis viennent d'en interdire l'accès. Qwen vous propose quelque chose qui est déjà extraordinaire par rapport à ce que Gemini, à Anthropic et d'autres vous proposaient il y a juste 2 mois. Et il vous propose une capacité de calcul à 15% de celle d'Anthropic. Vous vous rendez compte ? Et tous les centaines de milliards, les milliers de milliards qui sont investis vont devoir être financés par des tokens dont on a, je pense, complètement mispriced la valeur réelle. Non, mais c'est la référence. Vrai sujet. C'est un mix aujourd'hui entre Gemini et Anthropic et le token, ça va rapporter tant. Vrai sujet, effectivement, avec 2 stratégies très différentes entre la stratégie américaine et la stratégie chinoise. Romain, je voulais vous demander votre sentiment aussi, peut-être sur Kevin Warsh et sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on reste pour vous dans un range qui est bien identifié.
Il est parfaitement identifié. Je crois qu'on l'a regardé ensemble il y a plusieurs mois déjà. C'est 1,1422, 1,1786. On a fait une fausse sortie par le haut il y a quelques mois maintenant. Donc, il y a toujours un risque quand on a fait une fausse sortie qu'on l'a réintégrée de sortie par le bas. Mais pour l'instant, 1,1422 est systématiquement préservé. Donc, effectivement, on a un niveau d'alerte qui est positionné ici, donc un petit peu plus haut que celui de Jean-Louis, mais on rejoint ce risque-là. Par ailleurs, quant à l'intervention de Kevin Warsh, pour moi, c'est la meilleure intervention possible en arrivant dans la situation dans laquelle il était. Alors, il a bénéficié d'un timing un peu meilleur grâce à la baisse du pétrole quelques heures avant, mais l'intervention était ferme et dure. Le marché a réagi comme il le devait ou comme on l'escomptait à ce moment-là. Force est de constater que ce discours ferme au départ lui offre la possibilité d'être un peu plus souple par la suite. Ouais. Et donc, le marché a pris acte et il réagit de la meilleure façon possible. On gomme quasiment la baisse dès le lendemain. Donc, on est prévenu et avec probablement un peu plus de marge de manœuvre pour une entrée en matière qui aurait pu être très compliquée. Romain, effectivement, les deux idées, là, je voulais qu'on garde quelques minutes. Donc, vous dites signal d'achat sur l'Inde, c'est ça? Il y a un graphique avec un des ETF d'Amundi pour s'exposer au marché indien. Là, il y a un signal, une figure qui permet effectivement de trouver un bon risk-reward sur le marché indien. Exactement, tout à fait. Un bon risk-reward. On n'est pas encore passé ce niveau de 25,96 qui serait le niveau de réactivation haussier, mais on a quand même pris 4% sur la semaine avec donc une structure, double structure. Il y en a un qui est un biseau d'épuisement dans la baisse. Il est assez propre et puis surtout, on a une vague de Wolf haussière. Vous voyez cet oblique qui est en bas du graphique noir qui a été mordu et réintégré. La réintégration est un signal et on voit que depuis, ça se met en place. Donc, c'est le débordement de 25,96 qui permettrait sur cet ETF, dont le code est INR, de s'exposer. Alors, je le vois, moi, comme un élément de diversification, pas comme une stratégie centrale, mais dans un contexte où, comme on le disait, je pense que ceux qui ont bien acheté sur les indices américains n'ont pas envie de vendre maintenant, mais je pas sûr qu'on aille, on va pas refaire des records. Si on peut faire des plus hauts, pourquoi pas, mais je veux dire, on va pas aller progresser dans les mêmes proportions instantanément. Donc sur les indices américains, on reste exposé si on l'est, mais protégé parce qu'on peut avoir de la volatilité. Et là, encore une fois, la saison des publications, cette fois-ci, on a bien anticipé les choses. Donc attention à de la volatilité et quelques foyers d'excès à droite ou à gauche. Et on reste, mais on se protège. Et puis chercher des idées ailleurs. Et effectivement, du côté de l'Inde, si on déborde ce niveau de 25,96, on peut aller rechercher des tops et même un peu au-delà, 32,74. Autre idée, la Chine. Alors c'est peut-être la fin de la séquence de déception des marchés chinois, Romain ? Et c'est ce que je surveille. On est vraiment en bas de cette figure, de cette même structure-là. C'est un biseau d'épuisement. On n'a pas la même structure qu'en Inde où on a une figure de retournement haussière qui est validée. Là, c'est uniquement le biseau d'épuisement, c'est-à-dire épuisement dans le mouvement baissier. Et si on se dit qu'effectivement, en ce moment, ce qui intéresse les opérateurs exclusivement, c'est l'intelligence artificielle, je ne vois pas les Chinois passer à côté de ça et ne pas former dans les semaines ou les jours qui viennent des annonces. Il se passe des choses, ils travaillent sur le sujet aussi, il y a des avancées, ils ont prouvé qu'ils savaient faire. Alors, aussi bien, je ne sais pas, mais en tout cas, moins cher, avec d'autres éléments technologiques. Donc, je me dis que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, puisque c'est ce qui fait l'intérêt des opérateurs aujourd'hui. Et on a un gros retard de ce côté-là. On ne se paye pas très cher en Chine. Donc, c'est peut-être ce qui est à surveiller comme rebond dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et cette structure indique un potentiel épuisement dans le mouvement baissier qui est en place depuis plusieurs semaines maintenant. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qu'on fait cet été sur les marchés ? Et là, je crois qu'il va falloir être très patient pour que... On nous dit que les accords sont signés, mais on ne connaît pas les contenus. 60 jours maintenant. Oui, mais normalement, il y a un cadre, un accord cadre qui est mis en place. Alors, on ne sait pas trop. On a des extraits d'accords. Bon, mais les investisseurs doutent beaucoup quand même de la finalité d'un accord parfait. On se retrouve dans une situation pire qu'avant la guerre, que Trump a déclenché. L'Iran s'en trouve même presque, pas renforcé sur le plan des infrastructures, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu quand même, il faut penser le peuple a beaucoup souffert. Toutes les crises laissent des traces, laissent des marques, laissent des stigmates. Et ça n'a jamais empêché les marchés de poursuivre leur marche. Oui, bien sûr, mais, tout à fait. Mais là, la situation reste extrêmement
C'est pas suffisamment réglé pour qu'on soit totalement confortable avec ça. Il n'y a rien de réglé. J'entends. Il n'y a rien de réglé. On a simplement mis un bordel, on pourrait dire, terrible. Non, oui. Et on est en train de... on a fait exploser le jeu de cartes et puis on est en train de reconstruire le paquet. Mais on n'est même pas à la case départ, puisque c'était plus calme avant. Enfin, quand même, il faut quand même penser que Trump, au départ, a appelé le peuple à se soulever. Il voulait quand même que le gouvernement tombe. Et il y a quand même des milliers de morts en Iran. Oui, mais ça va concerner de moins en moins les marchés. Ouais, bien sûr, mais n'empêche que... Je suis désolé. Non, mais ça veut dire aussi que là-bas, il y a quand même des gens qui vont s'en souvenir et qui vont peut-être, dans une prochaine crise, réagir autrement, ou je sais pas. Moi, la géopolitique devienne plus conflictuelle, plus frictionnelle, et qu'on soit rentré dans une nouvelle... Et que ça aille de plus en plus vite. Ça, d'accord. Qu'on retrouve un problème d'ici 6 mois, pourquoi pas. Donc c'est d'un choc à l'autre. C'est en attendant le prochain choc. Moi, j'ai l'impression que... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de résolution de quoi que ce soit. Ceux qui ont fait un peu confiance au départ aux Américains, ils ont été plus que déçus. Israël est contre ce que est en train de faire Trump. Ok, Israël a dit, ok, cessez le feu, mais est-ce que tout ça va tenir, quoi ? Donc, en tant qu'investisseur... Et sachant que Hormuz a été fermé une fois, le marché a toujours en tête que Hormuz pourra être fermé une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. Maintenant que c'est fait... Non, mais tout est possible. C'est ça le problème, c'est que tout est possible. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous reste 10 secondes, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai toujours mes valeurs françaises, comme GTT, Ruby, Bouygues. J'avais construit des portefeuilles hyper... résilients. Oui, et puis avec beaucoup de rendement. Ça se passe plutôt bien, je ne bouge pas. J'ai pas bougé de ça. Et puis, à côté de ça, je fais des petites opérations sur les marchés à terme, notamment beaucoup les options américaines. Et tout ce que je vois, c'est que je suis plutôt vendeur et qu'à 7005, je suis au-dessus du niveau auquel j'étais à 7100 en termes de valo. En étant vendeur, c'est pas mal. Alors, c'est sûr, quand on est tombé à 6004, j'ai racheté, j'ai revendu, j'ai fait des... Mais il y a des moments de marché, il faut que les gens le comprennent, où on se dit, ouf, j'ai pas perdu, je suis content. C'est-à-dire que souvent, c'est dans cette situation qu'on se trouve. On est content de pas perdre. Le marché est dur. Très dur. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry, Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Philippe Béchade, les Éconoclastes et la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le troisième vendredi du mois, dans la journée d'échéance sur les marchés, nous faisons un petit point de pédagogie boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Clémence Tanguay est à mes côtés ce mois-ci, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Clémence. Bonsoir Grégoire. Sujet assez novateur, je dois dire, trading et PEA. Oui. C'est l'idée que le PEA est peut-être sous-estimé par les investisseurs actifs. Exactement. C'est ça que c'est pas l'image qu'on a du PEA. C'est pas l'image qu'on a du PEA à tort. Alors pourquoi c'est pas l'image qu'on a du PEA ? Parce que le PEA, ça rime quand même beaucoup avec restrictions et contraintes. Parce qu'on va rappeler qu'on investit dans des actions et des obligations, des titres de sociétés européennes. Et puis, éventuellement, sur d'autres places boursières, à condition de passer par des ETF à réplication synthétique qui sont éligibles au PEA. Donc, effectivement, il y a une vraie limitation en termes d'univers d'investissement sur les zones géographiques. On ne peut pas investir dans des titres vifs sur les actions américaines, sur les actions japonaises, etc. On ne peut pas se positionner sur l'IPO SpaceX avec un PEA. C'est pas ce que je veux dire. Je ne peux pas mettre de SpaceX en direct dans son PEA. Non, voilà, ça, c'est impossible. Et puis après, il y a aussi pas mal de produits qui sont liés à des stratégies de trading qu'on ne peut pas mettre dans un PEA parce qu'un PEA, il n'y a pas de vente à découvert. Il n'y a pas de service règlement différé. On ne peut pas mettre de SRD. On ne peut pas mettre d'effet de levier. Et puis, on ne peut pas mettre des produits dérivés comme les options, comme les CFD, etc. Tout ça ne rentre pas dans un PEA. Alors, on n'a pas dit que c'était le meilleur outil pour trader, mais en revanche, tout ce que vous dites là, ça n'empêche pas non plus de pouvoir être dans une logique de trading. C'est le meilleur outil pour trader si vous investissez sur les actifs qui sont éligibles au PEA. D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que d'abord, on
peut tout à fait, on a le droit de trader avec un PEA. Contrairement à une idée reçue, il n'y a absolument pas de limite de durée de détention des titres. Il n'y a pas du tout de limite d'opération réalisable sur un PEA sur un an ou une journée ou quoi que ce soit. On associe ça à l'investissement de long terme, mais rien n'empêche effectivement de passer plusieurs opérations par jour. Très active. Et on peut passer de très nombreuses opérations par jour. Ce n'est absolument pas limité. Donc, on a quand même trop tendance à considérer que le PEA, c'est l'investissement bon père de famille, une stratégie buy and hold. Oui. Parce que dans les faits, c'est ça. Mais en réalité, il est quand même tout à fait possible faire du trading de position, de faire du swing trading. Alors, c'est ça. Quel type de trading de faire du day trading. Et ben, c'est complet. Alors, on va peut-être pas faire du scalping sur un PEA, mais il est quand même possible de trader sur un PEA du moment qu'on respecte l'univers d'investissement et les actifs qui sont éligibles au PEA. Ouais. Donc le PEA est beaucoup plus flexible que ce qu'on peut imaginer. Exactement. Effectivement. Et on trouve même des intérêts. Est-ce qu'on trouve même des intérêts à trader dans l'univers du PEA à travers son PEA? Oui, bien sûr, parce que sinon on se simplifierait la vie et on ouvrirait seulement un compte titre et ça serait plus simple. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir aussi un PEA, y compris quand on est un trader? C'est tout simplement pour l'avantage fiscal. Mais l'avantage fiscal, une fois qu'on a tout dit, il faut développer un peu parce que, alors tout le monde sait qu'au bout de 5 ans de détention, on est exonéré d'impôts sur les plus-values et on doit s'acquitter uniquement des prélèvements sociaux de 18,6% aujourd'hui, contre 31,4% si vous investissez via un compte titre. Alors, c'est quand même intéressant, parce que la différence est quand même notable. Si vous êtes trader, c'est que vous cherchez quand même plus qu'une logique d'accumulation à faire de l'achat-revente pour dégager des bénéfices et donc la fiscalité, ça joue quand même. Mais bon, ça c'est au-delà de 5 ans de détention du plan. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que dès que vous avez ouvert votre plan, dans un PEA, on n'est pas imposé sur ces arbitrages. Donc, quand on vend un titre, qu'on réalise une plus-value, on n'est pas taxé sur cette plus-value du moment que la plus-value reste à l'intérieur du PEA. Très clair. Alors que si vous êtes sur le compte titre, vous revendez, vous faites une plus-value, vous êtes imposé tout de suite. Donc, effectivement, là, ça va vous permettre quand même d'avoir des gains qui sont beaucoup plus importants. Vous êtes exonéré de fiscalité, elle sera pour plus tard et elle sera moindre, on l'a vu. Si tant est que vous réinvestissez, effectivement, vous voulez garder... J'allais y venir, troisième point, et là, c'est hyper intéressant, c'est que, on n'est pas obligé de garder ça sur son compte d'espèces du PEA. L'idéal, c'est de les investir. Donc, en fait, vous profitez à fond des intérêts capitalisés sans aucun frottement fiscal. Et donc, alors, déjà, c'est intéressant pour les investisseurs en buy and hold qui font quelques opérations. Quand vous êtes un trader, que vous faites beaucoup d'opérations dans le mois, voire dans la journée, n'avoir aucun frottement fiscal et pouvoir réinvestir ses gains sans aucun frottement fiscal, c'est clairement un game changer. Oui. C'est pour ça que, effectivement, le PEA est clairement sous-coté et qu'à partir du moment où on veut trader des titres éligibles, il est bon de le faire dans cette enveloppe. C'est pas juste une enveloppe par défaut. C'est pas une enveloppe par défaut. C'est l'enveloppe qu'il faut privilégier. Modulo l'univers, effectivement, qui va être différent. Mais dans l'univers PEAble, il y a un vrai intérêt si vous êtes trader, à avoir ce PEA. À l'inverse, quels peuvent être les désavantages? Quels sont les pièges ou les erreurs à éviter quand on est trader et qu'on veut passer par son PEA? Alors, les erreurs à éviter. Alors, ça va être un peu comme avec le compte titre. On peut se dire qu'à partir du moment où on peut faire autant d'allers-retours qu'on veut, pourquoi pas les multiplier, surtout qu'on n'est pas taxé. Alors le problème, c'est que il faut quand même gestion active, ça veut dire qu'on a mis en place une stratégie. Trading, ça veut dire qu'on a mis en place un plan de trading. Donc ça sert à rien de s'exciter sur sa souris et de passer 50 ordres qui n'enrichiront que votre courtier. Attention à l'over-trading, oui. Voilà, faut rester discipliné. Exactement. C'est pas le nombre de trades qui va vous faire gagner plus de sous, c'est la qualité. Voilà. Donc ça, il faut quand même s'en rappeler. Alors lié à ça, il y a aussi effectivement le fait que, alors si sur la fiscalité, vous ne faites pas avoir, au moment de passer un ordre, vous payez quand même des frais de courtage. Donc, il faut en tenir compte si on veut multiplier les opérations. Il y a des frais de courtage. Alors après, ceci dit, sur le PEA, ils sont encadrés, donc c'est pas comme sur le compte titre. Et puis surtout, le PEA, vous pouvez l'ouvrir. Alors, dans une banque traditionnelle, c'est jamais très intéressant, mais dans une banque en ligne, ça devient plus. Et puis, il y a aussi de nouveaux acteurs qui permettent d'ouvrir un PEA, alors qu'auparavant, les
les néo-brokers étaient plutôt uniquement sur le compte titre. Et là, l'offre se diversifie. Et donc, vous pouvez avoir des brokers qui seront plus à même de vous proposer un PEA sans frais sur certains actifs ou avec des frais très limités. On en a d'ailleurs parlé sur les trophées de l'investissement de Café de la Bourse, où effectivement, on a mis en avant les PEA experts. Il y a des acteurs comme Saxo Bank, comme XTB, qui peuvent vous permettre d'investir en PEA avec du trading, avec des frais quand même très intéressants. Ça a été un grand fil rouge de ces trophées de l'investissement par Café de la Bourse. Effectivement, chaque catégorie, on avait très souvent un produit, une enveloppe, un établissement plutôt dédié aux néophytes, aux débutants, pour le dire, et puis une catégorie plus sophistiquée, plus expert, plus déjà sophistiquée effectivement par rapport à l'investissement. Donc le PEA, oui, vous dites, c'est très intéressant à avoir à côté d'un compte titre, modulant encore une fois l'univers PEA. Exactement. Il faut le rappeler, c'est ça. Il faut bien se rappeler qu'il ne faut pas. Voilà. Alors, c'est pas, ça ne doit pas être uniquement l'aspect fiscal qui doit être pris en compte. Il faut effectivement que vous pensiez à votre stratégie, à la zone géographique sur laquelle vous souhaitez investir et aux stratégies que vous voulez mettre en place. Si vous voulez vraiment faire du levier, etc., évidemment, le PEA, ce n'est pas fait pour vous. Et puis, il faut aussi se souvenir d'une contrainte qui n'existe pas sur le compte titre et qui existe sur un PEA, c'est que si vous engrangez beaucoup de gains, on vous le souhaite, au fur et à mesure, vous serez peut-être amené à dépasser le plafond du PEA qui est à 150 000 €. Donc il existe un plafond qui n'existe pas sur le compte titre aussi et qui effectivement peut embêter certains traders qui, dans la durée, ont engrangé des gains. Oui, bon. On peut avoir un peu le temps pour se poser la question, mais effectivement, en tout cas, très intéressant. Et franchement, j'avais pas ce point en tête que le PEA pouvait être un outil intéressant aussi pour des investisseurs actifs et même très intéressant pour des investisseurs actifs, si tant est qu'on respecte l'univers investissable du PEA, à savoir les marchés européens et à travers les ETF Le Monde, bien sûr. Exactement, mais tout à fait. En direct, on parle évidemment des marchés européens. Merci beaucoup, Clémence Tanguy, avec nous et les équipes du Café de la Bourse qui sont avec nous chaque mois dans cette émission. Responsable éditorial du Café de la Bourse. Interview que vous retrouvez sur bismart.fr et les trophées de l'investissement par Café de la Bourse, parce qu'on les a tournés ici ensemble, Clémence. Alors je sais qu'ils sont disponibles sur notre plateforme bismart.fr, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez les retrouver exactement. YouTube. La chaîne et YouTube donc Café on de la avait, Bourse. il y a quoi, 10, 12, 11 catégories, je sais plus, une dizaine 11 avec les trophées coup de cœur. C'est ça, 11 catégories pour choisir vos PEA, vos PER, votre assurance vie, votre broker dans tous les domaines, pour les débutants et pour les experts. Merci beaucoup Clémence Tanguy qui est avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.